Chers consoeurs, chers confrères, bienvenue dans ce 4e webinaire consacré à la cimentoplastie et à l'augmentation ou restauration vertébrale. À travers ce titre, je veux simplement évoquer l'évolution des techniques et des concepts durant ces 30 dernières années, à partir du moment où le principe de consolidation vertébrale par mise en place de ciment a été initié la première fois en France. Donc, on oppose globalement l'acte de cimentoplastie qui consiste à injecter du ciment dans une vertèbre, j'y reviendrai, et qui a pour but de renforcer l'existant par la mise en place du ciment dans le corps de la vertèbre. Et il s'agit aujourd'hui d'un acte essentiellement destiné à une chirurgie préventive, précoce, en opposition à la restauration vertébrale qui va, elle, corriger la déformation de la vertèbre, qui est en général aplatie, par la mise en place d'un implant correctif. Il s'agit donc d'une chirurgie curative. Le fil conducteur de mon propos va s'articuler autour de deux parties. Une première partie consacrée à l'élaboration d'un concept mécanique au fil du temps, je vais y revenir, et une deuxième partie, en parallèle au cours de ces 30 dernières années, est apparue une évolution des moyens chirurgicaux et je vous les présenterai à travers des notes techniques. Alors tout d'abord, le concept mécanique, il est assez simple et c'est celui de l'appareil locomoteur. La maison que l'on habite est soutenue par une colonne sur un bassin, c'est-à-dire un pilier sur une fondation. Et la mise en danger de la colonne ou du bassin va menacer la maison, comme je le montre à travers la diapositive, où on montre sur l'image de gauche des immeubles s'effondrer sur eux-mêmes, ça correspond à la colonne, ou bien sur la diapositive de droite, où on voit un immeuble qui s'est couché sur le côté du fait d'une fondation défaillante. Alors la faillite mécanique, ça a fait l'objet effectivement de diverses études. Une des premières études est française, faite par un de mes collègues, le docteur Dutertre, à l'Institut Curie aujourd'hui, et qui avait effectivement réfléchi sur un concept de déstabilisation dans le but d'évaluer un risque de fracture dans les métastases rachidiennes. Le but étant effectivement d'intervenir dans la pathologie tumorale, dans le cancer, le plus tôt possible pour mieux traiter les personnes. Et la question sous-jacente, c'est à partir de quand il y a un risque de fracture et peut-on le mesurer? Alors effectivement, d'emblée, je veux bien vous présenter cette image d'œuf où on voit sur l'image de gauche un œuf qui est fêlé, ça c'est la fracture. Et l'image de droite, où l'œuf il est cassé, il est disloqué, sur une vertèbre, ça serait un enfoncement, un aplatissement. Le tassement, c'est la complication de la fracture. Et à tort, en France, on a souvent tendance à parler de tassement, notamment dans les pathologies porotiques, ce qui est plutôt rassurant, alors qu'on devrait parler de fracture compliquée d'un enfoncement. Le tassement, finalement, c'est rassurant. Pourquoi? Parce que dans le langage populaire, on pense à quelque chose qui se tasse, qui va se résolver tout seul. Et ce n'est pas le cas, effectivement, dans les fractures vertébrales. Alors, dans la pathologie tumorale, le risque de faillite, il apparaît quand? Quand il y a un trou dans l'os, comme on voit sur l'image de gauche, ça peut conduire effectivement à une complication de la fracture que l'on voit, à l'enfoncement de la vertèbre, c'est-à-dire son tassement. C'est la complication. Et pourquoi parler effectivement de cette évolution osseuse, radiologique? C'est parce que l'évolution clinique de la faillite, sur la diapositive suivante, va exprimer le fait que les fractures vont survenir les unes derrière les autres. C'est l'image classique dans l'ostéoporose,
Ou à 40 ans, on a un dos qui est droit. À 60 ans, on peut avoir une vertèbre qui casse. À 70 ans, plusieurs vertèbres qui cassent. Et à 80 ans, avoir un dos complètement courbé en avant avec une perte de l'équilibre, facilitant et favorisant les chutes. Et ça conduit effectivement à une perte de l'autonomie avec des patients que vous voyez dans vos cabinets qui vont être amenés par leur famille en fauteuil ou qui vont avoir des difficultés à se déplacer. Et est-ce que c'est évitable? Oui, c'est évitable aujourd'hui, en 2025. Vos patients peuvent éviter ce type d'évolution pour peu qu'on y soit averti et prévenu. Et à partir de quand doit-on anticiper les traitements osseux? C'est toute la difficulté. Alors, je vous prends un exemple vraiment typique de l'importance de pouvoir agir précocement pour guérir les patients et éviter les complications, et bien comprendre pourquoi on a, à travers ce concept mécanique, imaginé des ABAC, je vais y revenir, pour déterminer à partir de quand faut-il traiter et à partir de quand y a-t-il vraiment un risque. Je vous montre un cas d'une métastase sur une vertèbre C2, l'odontoïde, que l'on voit sur l'image de gauche. Sur l'image de droite, on voit la coupe axiale où on voit le trou dans l'odontoïde. Et sur la diapositive suivante, on voit que si rien n'est fait, il va y avoir une fracture de la vertèbre avec un déplacement. Et là, c'est grave, vous le savez, et ça va conduire à des gestes de chirurgie très, très lourds. Alors, j'avais dit en préambule, est-ce que c'est évitable? La réponse est oui, parce qu'effectivement, une prise en charge précoce, comme je le montre dans la diapositive suivante, on va mettre du ciment dans la vertèbre, c'est ce que je disais initialement, une cimentoplastie, ce qui va permettre effectivement de combler le trou, de consolider la vertèbre et éviter ce type d'évolution. Dans la pathologie hors de la tumeur, on n'a pas pu déterminer un ABAC clair permettant de dire avec précision à partir de tel chiffre, tel scoring, comme on le fait dans la métastase, je vais y venir juste après. Mais on a défini des critères permettant de prévenir, d'anticiper la survenue de nouvelles fractures, c'est-à-dire les fractures en cascade, comme j'en parle régulièrement dans les courriers que je vous envoie. Ce sont les critères de la faillite vertébrale en dehors de la tumeur, c'est-à-dire dans les fractures essentiellement ostéoporotiques. Ça fait l'objet en fait d'études assez récentes parce que ça a été largement débattu dans les symposiums. Initialement, il y a 30 ans, on pensait que le traitement d'une vertèbre augmentait le risque des fractures aux étages adjacents, donc on disait qu'il ne fallait pas cimenter les vertèbres parce que sinon on aggravait la situation. Puis après, on s'est aperçu que les études, en tout cas l'étude en l'occurrence, était complètement fausse et que les modèles mécaniques proposés démontraient le contraire. Et petit à petit, les concepts ont évolué et ont permis de définir quand même des critères à prendre en compte pour dire il va falloir traiter et traiter largement au niveau de la colonne et pas se contenter de traiter une vertèbre. Ce sont par exemple les antécédents de fractures compliquées avec l'existence d'une déformation, une kyphose, une scoliose préexistante. Là, il faut savoir que le déséquilibre va aggraver la situation et augmenter le risque. Aux étages adjacents, l'ostéoporose prononcée est aussi un critère important et souvent, je le note dans les comptes rendus opératoires, j'apprécie au-delà du résultat de l'ostodensitométrie, de la consistance osseuse que je constate et je m'en sers pour savoir s'il faut que j'aille un peu plus haut, un peu plus bas ou pas. Le diabète, effectivement, qu'il soit insulino ou pas insulino-dépendant, est un facteur de risque supplémentaire. Le tabac aussi. Toutes les maladies neurologiques, je pense aux maladies de Parkinson dans leur forme axiale au niveau de la colonne vertébrale ou toutes les formes de dystonie du fait des contractures musculaires vont favoriser largement les fractures vertébrales dans le cas d'une ostéoporose par exemple ou d'une fracture traumatique toute simple sur un os fragile chez la personne âgée. Les traitements anticoagulants au long cours sont aussi des facteurs qui aggravent le pronostic de ces fractures.
Le traitement immunosuppresseur et d'une manière générale, tous les cancers qui sont traités par chimio, radiothérapie, ben, ça favorise les fractures. Et à chaque fois qu'on a un de ces facteurs-là, il faut tout de suite le prendre en compte pour anticiper la cascade fracturaire. Donc, effectivement, c'est ce que je montre sur la diapositive, c'est qu'à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à faire des traitements étagés, étendus, qui vont tout de suite stabiliser la problématique, comme je le montre sur la diapositive, la photo de gauche. Où effectivement il existe une syphose importante et il y a un intérêt lorsqu'il y a une fracture de vertèbre, voire deux, de tout de suite anticiper chez la personne âgée la survenue de nouvelles fractures vertébrales qui vont avoir des conséquences notamment cardio-respiratoires dramatiques. Et c'est la même chose pour la charnière dorso-lombaire et la zone lombaire. Quand il y a effectivement des déséquilibres, il faut tout de suite intervenir largement. Hein, c'est ce que je montre aussi sur la photo de droite. Alors, dans la pathologie tumorale, on a pu définir depuis 30 ans des critères fiables, précis, que l'on peut quantifier. Et on va déterminer ce qu'on appelle le score d'instabilité rachidienne néoplasique. C'est quelque chose que j'utilise pour vos patients très régulièrement et qui me permet de définir un arbre décisionnel pour dire est-ce que je traite, est-ce que je ne traite pas. Et évidemment, on va prendre en compte les critères cliniques, c'est un critère important, et on va le coter de 0 à 3, et ainsi de suite. On va prendre des critères radiologiques et neuroanatomiques en s'intéressant aux zones jonctionnelles qui sont soumises à des contraintes mécaniques plus importantes, donc on va leur attribuer un score de 3, et à l'inverse, les segments rigides du rachis comme le sacrum ne vont pas intervenir dans ce scoring avec une valeur élevée. La qualité de l'os dans la pathologie tumorale, bah, s'il est lithique, effectivement, le risque est augmenté avec un score plus augmenté. Et à l'inverse, lorsqu'il s'agit d'une lésion condensante, blastique, très calcifiée, le risque de fracture est moindre. Et on va lui attribuer un score de 0. Pour les déformations, de la même façon, on va attribuer un score, j'entends les luxations, translations, les kyphoses, une accentuation d'une kyphose ou une perte d'équilibre sagittal, et bien à ce moment-là, effectivement, on va attribuer des scorings plus élevés. L'enfoncement, l'importance de l'enfoncement, c'est-à-dire du tassement, on va aussi l'utiliser comme score. Et enfin, la présence d'atteintes osseuses bilatérales, c'est-à-dire au niveau de l'arc postérieur, aussi bien droite que gauche, va déstabiliser plus fortement les vertèbres et augmenter le risque de fracture. Ainsi, on obtient un score global pour chaque zone étudiée, un score que l'on va effectivement rapporter sur 18 puisque c'est le score maximum, et ainsi un score entre 0 et 6, on va se dire qu'on va surveiller et c'est pas obligé de traiter. Au contraire, entre 6 et 11-12, il va falloir commencer à traiter. Et au-delà de 11, c'est sûr qu'il faut traiter parce que là, on court à la catastrophe. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant bien établi, bien reconnu et qui devrait être utilisé plus largement. Ça l'est effectivement de toute façon en centre de cancérologie sur Paris. Et donc, finalement, on va régulièrement, lorsqu'il y a des atteintes, comme je le montre sur cette diapositive avec les images, où on voit des trous dans les vertèbres de façon étendue, ben on va pouvoir consolider les vertèbres de façon étendue, grâce effectivement, je vais y revenir, à des évolutions techniques et permettre ainsi de stabiliser les déformations en cours. Hein, comme on voit sur l'image, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, on voit que dans le plan coronal, il y a une déformation qui s'installe et il faut effectivement stabiliser les choses pour éviter l'aggravation et la chaise roulante. Comme je dis, ces patients doivent pouvoir continuer à marcher et être autonomes sans consommer des traitements morphiniques à des doses pharaoniques.
Donc, les moyens chirurgicaux, on a vu l'évolution du concept avec ce scoring. De la même façon, on a évolué les techniques chirurgicales pour passer à l'augmentation vertébrale depuis la simple cimentoplastie qu'on utilisait dans les années 80-90. Donc, je vais évoquer le concept technique de la consolidation osseuse, l'évolution des moyens de radiologie, l'évolution des polymères que l'on utilise, et enfin l'apparition des implants et leur évolution. Donc la réponse chirurgicale, le concept, il est simple, vous l'avez compris. Une vertèbre est fragile, c'est comme dans la construction, hein, je vous rapporte à ma diapositive initiale où on voit les bâtiments effondrés. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre du ciment dans la vertèbre. Le ciment, c'est une colle, c'est un polymère. Le ciment qu'on utilise dans l'industrie, c'est aussi un polymère de nature très différente, mais c'est le même principe. Et donc, on l'utilise en médecine depuis plus de 50 ans maintenant, et avec un recul qui permet de dire que ce sont des produits neutres et qui ne sont absolument pas toxiques et sans danger. La première fois que ça a été réalisé, on peut faire un petit peu de cocorico, ça a été en France, à Lyon, au centre Léon Bérard, où un neurochirurgien, le docteur Galibert à l'époque, aidé d'un radiologue, parce que la radiologie, on n'avait pas de moyens radio à l'époque, hein, en 1980, au bloc opératoire. Hein, donc, on a apporté la radiologie au bloc opératoire. Je parle d'une radiologie un peu plus sophistiquée, mais à l'époque, c'était quand même de la radioscopie, hein, ce n'était pas des images de super qualité. Eh bien, le docteur Desramon, radiologue, est venu aider le docteur Galibert pour faire une cimentoplastie, donc mettre du ciment dans une vertèbre d'un patient qui avait un myélome au niveau cervical, et ainsi on l'avait soulagé de ses douleurs et on lui avait évité une évolution fonctionnelle très péjorative et avec succès. Donc ça avait fait l'objet d'un article en 87 et 89, et ça a été les premiers articles consacrés à la cimentoplastie rachidienne. Alors, dans la diapositive suivante, la technique est exposée, elle est assez simple. C'est une technique qui est percutanée, qui n'a pas, dans laquelle il n'y a pas besoin d'ouvrir. Hein, donc, ce sont des techniques mini-invasives. Hein. Le geste étant percutané, on va mettre un trocar, une aiguille de diamètre suffisante dans une vertèbre à travers la peau, et on va injecter un ciment. Alors initialement on utilisait des ciments liquides, et puis maintenant on utilise des ciments plus compacts. Je rappelle, hein, le ciment, c'est un polymère, c'est du polyméthylmétacrylate. Il existe plein de polymères différents, mais celui-là, il a une propriété mécanique, c'est qu'il est très résistant en compression. Et c'est précisément la qualité qu'on lui demande, c'est d'être résistant dans le sens crânio-caudal en compression. Alors, de façon parallèle à toutes ces évolutions, il y a eu les évolutions des moyens de radiologie, où on est passé de la radioscopie à une imagerie numérisée, puis une imagerie numérisée motorisée, donc qui permettait d'ouvrir la porte à des reconstructions et des images 3D, c'est-à-dire des images scanner, qualité scanner. Donc aujourd'hui, on utilise cette imagerie qu'on appelle une imagerie 3D qui permet d'avoir une imagerie instantanée. Une imagerie 3D instantanée comme un scanner, c'est ce qu'on a besoin au bloc opératoire. On n'a pas besoin de moyens d'imagerie diagnostique qui nous retarderaient considérablement et rendrait la procédure dangereuse. C'est ce que je dis tout le temps aux patients, à vos patients. Je leur dis, j'ai besoin de voir avant de traverser la rue et pendant que je traverse la rue. Je n'ai pas besoin de voir une fois que j'ai traversé la rue. Quand je fais mon geste et que je mets de la colle, je veux savoir où je mets la colle et je veux savoir où elle va, la colle, si elle ne va pas dans les vaisseaux. Donc, c'est pendant que je fais que j'ai besoin de voir. D'où le développement de cette imagerie dédiée à la chirurgie. Et ça ne se fait pas en radiologie, ça se fait vraiment en chirurgie. Donc, à ces moyens de radiologie, effectivement, il y a une évolution considérable des polymères. Initialement, j'utilisais des polymères liquides. Hein, c'était le ciment Cook, qui était un ciment où on pouvait le travailler assez longtemps, mais
il allait facilement dans les vaisseaux, ce qui était embêtant, hein. Et puis après est apparu des ciments à haute viscosité, donc qui ont la particularité d'être beaucoup plus durs, plus pâteux, comme le Vertaplex, mais avec un temps de travail beaucoup plus court. Et puis, on a essayé des ciments à très haute viscosité parce qu'on avait encore quelques fuites, on ne maîtrisait pas bien le ciment. Ça a été vite abandonné parce que l'utilisation était trop difficile. Donc, on a développé derrière des ciments à polymérisation contrôlée par radiofréquence. C'est des produits qu'on trouve en Europe, mais en France, on ne les a pas pour des raisons économiques. Et est apparu, alors là récemment, ça c'est intéressant, et on en a en France puisque c'est produit sur le territoire, des ciments, des polymères donc à haute viscosité et pouvoir d'adhérence élevé. Alors ça, c'est en pathologie tumorale, avoir un ciment qui est dur, pâteux et qui colle et qui a ce pouvoir d'adhérence va réduire considérablement les fuites et permettre effectivement une meilleure imprégnation des vertèbres, hein. C'est ce type de ciment que j'ai utilisé sur une des diapositives précédentes en montrant effectivement la cimentation plurivertébrale. Donc ces ciments, et je termine là-dessus, vont avoir aussi une contrainte d'utilisation, hein. Ils vont durcir, donc une fois qu'ils sont durs, on ne peut plus les utiliser. Il faut les utiliser pas liquides, mais pâteux. Et chaque ciment permet d'avoir un temps de travail différent. Et en pratique courante, on a tendance à refroidir le ciment parce qu'on retarde la réaction de polymérisation, ce qui permet de l'utiliser plus longtemps dans de meilleures conditions. Alors, de façon concomitante, on a commencé à travailler dans la vertèbre et à faire de l'augmentation. Et là est apparue l'augmentation vertébrale, c'est-à-dire l'action de redresser la vertèbre pour lui redonner une forme la plus proche de celle initiale. Ça a été initialement les ballons de kyphoplastique qu'on n'utilise pratiquement plus, en tout cas pour vos patients, je ne les utilise plus. Mais ça a été très utilisé et ça a vraiment permis de faire un bond en avant dans les équipements et dans la miniaturisation des dispositifs. Donc en fait, c'est des techniques et des implants dérivés des techniques vasculaires, hein, qu'on utilise dans les infarctus du myocarde, les sténoses coronaires ou cardiaques. Donc, on met un ballon que l'on gonfle et puis on redonne de la hauteur et puis ensuite on enlève le ballon et on met de la colle. Alors, on a utilisé ça pendant très longtemps, hein, dans les années 2000, ça a été une utilisation très fréquente, mais on s'apercevait que quand on dégonflait le ballon, évidemment, la vertèbre retombait un petit peu. Donc, certains, sur la diapositive suivante, ont imaginé d'utiliser des stents. Ce sont effectivement une espèce de maille métallique que l'on va déployer avec un ballon et qui va moins se rétracter au dégonflage du ballon. Et quand on l'enlève, effectivement, on peut mettre de la colle à l'intérieur du dispositif appelé stent et le faire diffuser dans le reste de la vertèbre. Aujourd'hui, pour vos patients, c'est un dispositif que je n'utilise pas pour faire de la réexpansion, pour faire de l'augmentation. Je l'utilise plutôt pour empêcher le ciment en mettant ce dispositif en dessous, par exemple, d'un énorme trou sur le plateau supérieur d'une vertèbre, ce qui va me permettre effectivement de pouvoir combler la vertèbre sans avoir de fuite dans le disque au-dessus. Alors, sur la diapo SpineJack, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit un cric comme un cric de voiture, et ça a été la révolution qui est apparue en France, hein. C'est aussi une technique encore française, développée par des Français, et qui a été utilisée en 2007-2008 pour la première fois. C'est quelque chose que je fais très régulièrement pour vos patients. Le principe, il est simple, c'est qu'on rentre le dispositif refermé, replié, et que l'on va déployer quand il est dans la vertèbre pour lui redonner sa hauteur. Et là, on ne perd pas la hauteur gagnée grâce à ce type d'implant. On laisse ensuite, par un système de largage, l'implant dans la vertèbre et on va effectivement le sceller avec de la colle. C'est un dispositif qui est maintenant largement utilisé sur le territoire français et qui apporte
un réel bénéfice aux patients en corrigeant les déformations, leur permettant ainsi de retrouver un meilleur équilibre dans le plan sagittal. Alors, les moyens d'instrumentation, il y en a d'autres encore qui apparaissent, comme effectivement le Tectona, qui a pour but de remonter un petit taquet qui aurait été enfoncé dans une vertèbre à la partie antérieure du plateau supérieur, avant effectivement de mettre du ciment dans la vertèbre. Ce sont des systèmes qui sont assez peu utilisés, mais on imagine très très bien derrière voir des dispositifs qui vont pouvoir aller travailler dans une vertèbre pour replacer des fragments osseux. C'est un petit peu ce qui est à l'étude actuellement. Donc en conclusion, vous avez compris que de la cimentation simple, spondyloplastie simple, on a évolué vers l'augmentation vertébrale grâce à ces évolutions techniques et grâce effectivement à l'évolution des concepts qui permet de dire que dans certaines situations, on va traiter de façon préventive par une cimentoplastie et qu'on va compléter cette action à celle du traitement de la fracture elle-même en corrigeant l'enfoncement de la vertèbre. Hein. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter effectivement à adresser vos patients de façon préventive, assez précocement, ne serait-ce que pour au moins avoir déjà une évaluation initiale dans la pathologie tumorale, mais dans l'ostéoporose prononcée, importante, c'est important aussi parce qu'on retrouve les mêmes problématiques de déformation vertébrale et d'équilibre sagittal qui est altéré, et on va pouvoir effectivement, en utilisant les abacs que l'on a, décider si l'on traite ou ne traite pas, de manière à permettre aux patients de garder le meilleur équilibre, en gros le dos droit, au cours de l'évolution de leur maladie. Et je vais terminer en disant que ce sont des techniques qui sont devenues très sécures, et que l'on pratique couramment chez les personnes âgées. Vos patients, ils ont maintenant de plus en plus 90 ans et plus de 90 ans, et c'est des patients que l'on traite toutes les semaines avec de très très bons résultats. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je reste disponible pour toutes vos questions. Vous pouvez effectivement le faire via le site ou directement sur ma messagerie, mon adresse courriel. À très bientôt pour de prochains webinaires.